réseau Cogeco vous présente Mythes et complots. Mythes et complots. Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. Bonjour, bienvenue à Mythes et complots. Christian, salut. Salut Jeff. Aujourd'hui, un sujet, disons, de prédilection. En fait, un des sujets les plus populaires auprès des auditeurs, Ouais. et c'est vrai ici au Québec, c'est vrai aussi un peu partout à travers le monde, les deux sujets qui regroupent le plus de gens lorsque l'on parle de phénomènes étranges et mystérieux, ce sont les ovnis et les phénomènes de fantômes. Et tu sais, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on regarde sur le plan de la statistique, même dans les phénomènes étranges, il y a une distinction chez les hommes et les femmes. Par exemple, les hommes, on va retrouver davantage d'hommes qui vont s'intéresser à la question des ovnis que de femmes, et on va trouver davantage de femmes qui vont s'intéresser, par exemple, à des phénomènes de la voyance ou ce genre de trucs. On dirait que les femmes sont davantage intéressées par des phénomènes qui font appel aux émotions, alors que les hommes sont intéressés par des phénomènes, disons, plus mécaniques. As-tu une soucoupe volante? Y a-tu un moteur là-dedans? Puis ça marche comment? C'est bon. On retrouve davantage d'hommes. Et bon, aujourd'hui, on va plaire à ces messieurs parce que notre sujet aujourd'hui, on va faire notre top 5 des observations d'OVNI au Québec. Oui, et Christian, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Tu sais qu'il y a certains films cultes que j'avais pas vus. Oui. Indiana Jones, par exemple. Oh, ne le dis pas trop fort. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Mais là, j'ai vu E.T. Oh! Au complet, récemment. Quel excellent film. Oui, effectivement. Et à l'époque, ça avait été c'est un film qui a marqué une génération. À l'époque, E.T. était partout. Et il y avait eu toute une sorte de campagne de merchandising, donc des produits dérivés E.T. Moi, je me rappelle, quand le film est sorti, on est dans les années 80, début des années 80, on pouvait pas entrer dans un magasin sans buter sur une tasse E.T., un oreiller E.T., une couverture E.T., il y en avait partout E.T. Et effectivement, c'est un excellent film qui rejoint un peu cette vie. En fait, l'idée que Spielberg voulait donner d'abord avec E.T., c'est on ne juge pas un livre à sa couverture. Oui. Parce que notre première réaction en voyant E.T., c'est « il est laid en maudit ». Sauvé en courant. Ah ouais. Et éventuellement, on apprend à aimer E.T. Donc, on nous montre bien qu'au-delà de la couverture, il y a quelque chose. Et le message est bien livré dans E.T. Ben oui, il est gentil, il a des pouvoirs de guérison en plus. Oui. Une société probablement très avancée. Et de très longs doigts. Oui. Donc, le top 5 des ovnis au Québec. Et est-ce que vous avez déjà vu des ovnis? Je donnerai les numéros de téléphone tantôt. D'abord, plusieurs signalements dans Port-Neuf. Oui, bon, j'ai dit avant d'aborder cette question des ovnis, ce serait le fun de faire un petit retour sur l'histoire des ovnis au Québec. Et cette publication la semaine dernière dans un journal de Port-Neuf où on nous dit qu'il y aurait eu plusieurs signalements d'ovnis dans la région de Port-Neuf et dans le comté de Lotbinière. Alors je me suis dit, tiens, voilà une belle occasion de revenir un peu sur la thématique ou le sujet de l'ufologie québécoise. Et pourquoi Port-Neuf? Ben en fait, ce qu'on apprend dans cet article, c'est que plusieurs observations auraient eu lieu dans ce secteur-là, et ces observations auraient été signalées à un groupe au Québec qui s'appelle le GARPA, le groupe d'entraide et de recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Okay. Et je vais revenir d'ailleurs sur ce groupe-là qui est dirigé par un type qui s'appelle Yann Vadnais. Et donc, le groupe en question ont reçu plusieurs signalements d'OVNI, et c'était en fait une entrevue qu'ils accordaient, que l'un des membres accordait aux journalistes locaux, et disant, bon, ben au cours des derniers mois, on a reçu plusieurs observations d'OVNI de la région de Port-Neuf ou du comté de Lotbinière. Et là, bon, évidemment, on nous parle de ce groupe, le GARPAN. Ben, qui est-il? En fait, ce groupe, il appartient à cette communauté ufologique québécoise, une communauté, en fait, qui existe depuis les années 70. OK. En fait, avant, dans les années 60, il y avait des gens qui s'intéressaient à la question des ovnis, mais beaucoup s'y intéressaient de manière personnelle. Donc, c'était une démarche personnelle. Il y avait quand même, au milieu des années 60, il y a un type qui s'appelle Jean Cazot, une
pratiquement une légende au Québec, ce Jean Cazot, même si je suis pas toujours d'accord avec son discours. Mais donc, ce Jean Cazot va créer au milieu des années 60, je crois que le nom du groupe, c'était la SRPM, la Société de recherche sur les phénomènes mystérieux. Alors, Cazot est adolescent, il s'intéresse à ça, il lance donc ce premier groupe. Mais vraiment, pour la question des ovnis, là où on va gagner un peu en lettres de noblesse, si je peux dire, il faut attendre les années 70 et l'avènement d'un groupe qui s'appelle UFO Québec. Ce qui est particulier de ce groupe UFO Québec, c'est que les dirigeants, je pense par exemple à Wido Haville, Marc Leduc, et moi j'ai fait mes premières classes au sein de cette organisation UFO Québec. Ce qui était particulier de ce groupe, c'est que les dirigeants avaient tous, ou la plupart, avaient une solide formation académique. Wido Haville, par exemple, de mémoire, travaillait pour Hydro-Québec. Il était attaché notamment à la centrale, travaillait sur des projets à la centrale de Gentilly, centrale atomique à l'époque. Donc, tu vois un peu le genre de rhétorique à laquelle ce bonhomme-là se livrait. Et il y avait autour de lui d'autres gens qui avaient aussi une formation académique assez soutenue. Donc, je commence mes œuvres moi-même dans ce cercle de UFO Québec, groupe très sérieux qui va exister jusqu'au début des années 80. Ensuite, il y aura d'autres groupes aussi qui vont exister au Québec et des groupes qui vont quand même... Le travail qui est fait, il faut quand même se rappeler que ce sont souvent des groupes d'amateurs. Et les amateurs, évidemment, ont une investigation menée par des amateurs présente plusieurs talons d'Achille. Bon, par exemple, ces gens-là, ils s'intéressent aux ovnis parce qu'ils y croient. Si ces gens-là ne croyaient pas aux ovnis ou aux extraterrestres, Christian, par exemple. Parenthèse, par rapport à la croyance aux ovnis, il y a des agences gouvernementales, on en a déjà parlé à l'émission, qui documentent les ovnis. C'est le cas, par exemple, en France. C'était le cas en Grande-Bretagne. Et c'est prouvé qu'il y a des objets volants non identifiés. Ouais, ça absolument. Donc, ça existe. Même quand il y a eu les grandes commissions d'enquête aux États-Unis, lorsqu'ils ont fermé les livres, on ferme les livres en décembre 1969. Les conclusions sont publiées début 1970 et l'armée est explicite là-dessus. C'est-à-dire que on a étudié 12 613, 615 cas, quelque chose comme ça, et un certain nombre d'entre eux sont demeurés non identifiés. Même si on avait savoir c'est quoi. Même si on avait beaucoup d'informations, parce qu'on avait une catégorie cas insuffisamment détaillée, l'armée dit non, les cas qu'on vous évoque aujourd'hui, les cas non identifiés, ce ne sont pas des cas insuffisamment détaillés. Ce sont des cas pour lesquels on a beaucoup d'informations. Malheureusement, on n'arrive pas à tirer une conclusion définitive. Mais c'est vrai que, et tu l'as bien mentionné, qu'au moment où on se parle, dans les grands pays industrialisés, il n'y a aucun organisme étatique qui collige l'information sur des ovnis, mis à part la France. Il faut savoir que la France a une espèce de NASA, le Centre national des études spatiales, qui se trouve à Toulouse. Et au sein de ce bureau, de cette NASA française, il y a un tout petit bureau qui est géré par, généralement, c'est un ingénieur en aéronautique qui est sur le bord de sa retraite. C'est pratiquement une voie de garage. Tu as fait ton travail et là, finalement, t'es pas encore à la retraite. Fait qu'on va t'envoyer dans ce bureau-là qui s'appelle aujourd'hui le GEPAN, Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc, c'est une voie de garage en fin de carrière. Donc, on a un ingénieur en aéronautique, généralement, qui dirige ce bureau-là, une secrétaire. Et eux, ce qu'ils font simplement, c'est d'articuler que l'information passe de la gendarmerie vers le Centre national et également les informations qui sont colligées par le ministère de la Défense. Donc, on fait un gros travail de récupération et ces dossiers-là sont accessibles aujourd'hui. Les gens qui nous écoutent peuvent aller les télécharger en ligne. C'est le GEPAN, groupe GEIPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux. C'est le seul organisme étatique qu'on retrouve dans les grands pays industrialisés. Pour le reste, comme au Québec, on est en présence d'organismes civils qui sont menés par des gens, des amateurs qui croient à ces sujets-là. Donc, lorsqu'ils vont enquêter sur des ovnis, bien évidemment, il y a toujours un peu un billet quelque part. Parce que, d'un côté, ce ne sont pas des enquêteurs professionnels. Même certains d'entre eux se sont donné une espèce de règle ou de code en disant on va mener une enquête de telle ou telle manière. Ça reste quand même du travail amateur. Et ces gens-là, ils y croient. Parce que s'ils ne croyaient pas aux ovnis ou aux extraterrestres, tu comprends qu'ils passeraient pas leur dimanche après-midi à colliger le témoignage de M. Tartampion sur une histoire de soucoupe volante. Ils iraient jouer au golf. Donc, il y a déjà ce biais-là en partant. Mais ces gens-là font un travail du mieux qu'ils peuvent. Le meilleur côtoie souvent le pire, en ce sens que ces organismes-là sont composés de bénévoles. Et parmi ces bénévoles, bien sûr, il y en a qui ont des formations académiques, des formations techniques, alors que d'autres n'ont même pas un diplôme de secondaire 5.
Malheureusement, l'information ou la façon dont l'information est colligée, le décantage de l'information est souvent aussi fonction de la qualité de l'enquêteur et de ses propres connaissances. Donc, ces gens-là font un travail. Bon, j'en reviens un peu rapidement parce qu'on fera pas l'histoire de toute l'ufologie québécoise. Mais donc, dans les années 70-80, il y a des groupes. Il y a UFO Québec. Je pense aussi à la Centrale de compilation ufologique du Québec qui était dirigée par un type qui était très actif sur le terrain, un type qui s'appelait François Bourbeau. On avait aussi beaucoup de gens se rappellent peut-être aussi de Richard Glenn, ésotérisme expérimental, qui a marqué l'histoire des ovnis au Québec. Ces gens-là ont fait un travail de collecte d'informations qui est remarquable, puis il faut le souligner, parce que sans ces gens-là, quelle que soit la qualité de l'investigation, la qualité du décantage de l'information, même si l'approche était parfois bancale, ces gens-là ont fait un travail qui a permis de préserver, disons, la mémoire insolite du Québec. Sans les François Bourbeau, sans les Richard Glenn, sans les Jean Cazot, ces informations aujourd'hui n'existeraient plus. On les aurait oubliées. Elles ont parfois fait un entrefilet dans un journal local et après on n'en parle plus. Aujourd'hui, si on sait que ces observations-là se sont produites, c'est parce que ces gens-là étaient là, ils les ont colligées, les ont publicisées. Certains d'entre eux ont écrit des ouvrages dans lesquels ils les ont rapportés et ces ouvrages-là continuent aujourd'hui de nous alimenter. L'association, aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a 2 associations, disons, plus actives sur le terrain. L'Association québécoise d'ufologie qui est dirigée par un type qui s'appelle Gilles Milot et ce GARPAN qui est dirigé aujourd'hui par Yann Vadnais. Ces gens-là, encore une fois, on parle ici d'organismes faits par des amateurs. Ce travail-là est parfois très bon, parfois moins bon, mais enfin, ces gens-là ont le mérite de se déplacer et de faire les investigations. Et finalement, donc, pourquoi dans Port-Neuf, en quelques mois, on a observé plusieurs ovnis? En fait, je sais pas pourquoi plus dans Port-Neuf qu'ailleurs. C'est vrai que les gens me posent souvent la question. Y a-t-il un groupe d'ufologues qui est basé à Port-Neuf? Ça, c'est souvent, dans certains cas, tu sais, je sais que chaque année, par exemple, il y a une sorte de sondage statistique qui est publié chaque année. Et depuis les 2 ou 3 dernières années, le Québec ressort comme étant la province où il y a le plus d'observations d'ovnis. Pour faire attention à ce genre de rapport statistique, la raison n'est pas tout à fait représentative des observations canadiennes. En fait, pourquoi le Québec ressort davantage, c'est qu'au Québec, on a plusieurs organisations qui s'intéressent aux ovnis. J'ai mentionné le GARPAN, l'Association québécoise d'ufologie. Ces gens-là sont très actifs et ils sont omniprésents sur le terrain. Donc, ils colligent les informations. Alors qu'en Saskatchewan ou en Alberta, il y a moins de groupes actifs. Donc, les gens qui voient des ovnis ne savent pas trop à qui les rapporter. Les observations tombent souvent dans l'oubli. Alors qu'au Québec, on a quand même ces mécanismes qui fait que le Québec collige ses observations et donc elles sont plus connues. Cela étant dit, est-ce qu'il y a un endroit au Québec où on observe plus d'ovnis? Parce que les gens me posent souvent cette question-là, parce que là, on parle de Port-Neuf. La meilleure place, La meilleure place, là. Et ce n'est pas une invention. C'est réellement dans la région du Mont-Saint-Hilaire. Et pourquoi dans la région du Mont-Saint-Hilaire? Écoute, on s'entend, là, c'était un travail statistique qui a été fait au début des années 80 par un type qui s'appelait Jean Vézina et un autre qui était Marc Leduc. C'était deux personnes qui avaient une formation académique. Marc Leduc travaillait dans le domaine de l'éducation. Jean Vézina était à l'époque ingénieur forestier. Et ce qu'ils ont fait, entendons-nous, là, c'est pas plus sérieux qu'il faut, là. Bon, ils le font, en fait, pour faire une sorte de gymnastique intellectuelle. Ils prennent grosso modo, là, je te résume un peu leur méthode. Ils ont pris d'abord des observations d'objets volants identifiés. Donc, des observations qui avaient été rapportées comme non identifiées, mais après enquête, on avait pu déterminer de quoi il s'agissait. Okay. Donc, ils ont pris ces observations. Imagine-toi une carte du Québec et ces observations seront donc marquées par des points jaunes. Ceux-là, c'est les points jaunes. Ensuite, on a pris des observations d'objets volants non identifiés, mais insuffisamment détaillés ou trop flous pour pouvoir tirer une conclusion définitive. Donc, ce sont les observations qu'on a reproduites sur une carte avec des points bleus. Et ensuite, on s'est dit, on va prendre les observations, les vraies, les dures de dures, les observations d'objets volants non identifiés qui, même après enquête, ont résisté aux analyses, qu'on a décidé de marquer sur la carte avec des points rouges. Et là, ce que l'on a constaté, c'est que les premières observations, donc les points jaunes et les points bleus, les objets volants identifiés puis les objets volants pas identifiés, mais quasiment identifiés, ces observations étaient réparties à travers le Québec de manière tout à fait aléatoire au prorata. Donc, il y avait plus d'observations à Montréal qu'à Chibougamau, mais somme toute, il n'y avait pas de distinction de modèle qui ressortait. En revanche,
Les observations d'OVNI, les vraies observations d'objets volants non identifiés, curieusement, semblaient se déplacer en fait sur 5 ou 6 corridors, comme s'il y avait des corridors aériens, un peu comme dans le domaine de l'aviation. Et ces 5-6 corridors se croisaient. Le carrefour était dans la région de Belleuil-Saint-Hilaire. Donc, on n'a pas refait cet exercice statistique. Peut-être qu'on arriverait à d'autres conclusions aujourd'hui. Ça n'était fait qu'une seule fois. Donc, insuffisant pour en tirer une véritable valeur scientifique. Mais si on se fie sur ces données qui avaient été publiées au début des années 80, effectivement, l'endroit au Québec qui était le plus propice à une observation d'OVNI, région de Belleuil-Saint-Hilaire. En plus, c'est le fun. Tu montes sur le mont Saint-Hilaire, puis là, tu peux attendre. Puis évidemment, ça a été récupéré. Tu comprendras que ça a été récupéré par Richard Glenn, qui lui-même vit au mont Saint-Hilaire. Alors, ça le plaçait directement dans dans l'antre des extraterrestres ou des intraterrestres qui vivent dans le mont Saint-Hilaire. Merci, Christian. Dans un instant, on entame le top 5 des observations d'OVNI au Québec. 514-790-9850, 1-866-790-9850. Avez-vous déjà vu des OVNI? On revient dans 3 minutes. Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots au réseau Cogeco. Avez-vous déjà vu des ovnis? C'est notre question. 514-790-9850, 1-866-790-9850. Christian, on a Jocelyn qui est là et qui en a vu un justement sur la rive sud. Bonjour Jocelyn. Oui, bonjour à vous deux. Merci. Racontez-nous ça. Certainement. Moi, j'étais, il y a des années, vers la fin des années 70, j'étais avec des amis chez moi sur mon terrain. Puis à l'époque, je faisais de l'astronomie amateur. J'avais un télescope. Puis à un moment donné, à haute altitude, un peu à la hauteur des satellites, si on veut, là, parce que c'était un point lumineux. Là. Puis il y en avait plusieurs, puis il allait dans différentes directions. Puis à la vitesse qu'il allait par rapport à la distance dans le ciel, c'est à grande vitesse, on s'entend. Mm-hmm. Puis j'ai beaucoup d'amis aussi qui ont des observations assez spéciales. Un, par exemple, il était avec son père dans le nord de Montréal, puis il était sur un chalet. À un moment donné, il a vu un appareil qui était stationnaire dans les airs avec des hublots. OK. Puis lui, il avait l'impression de voir des gens qui observaient. Là, il a appelé son père qui est venu voir ça. Puis à un moment donné, ça a disparu comme un clin d'œil, tout. Mm-hmm. Puis j'aimerais une suggestion, si vous me permettez. Ça serait intéressant de vous inviter des gens qui y croient et qui ont des arguments. OK. Je pourrais même me porter comme volontaire parce que j'ai beaucoup d'expertise là-dessus. OK. Parfait. Merci Jocelyn. Ça pourrait être intéressant pour les auditeurs. OK. On va parler maintenant avec Chantal. Chantal, vous avez une histoire, puis Christian nous le disait pendant la pause, il en a déjà entendu parler. Ça s'est passé à Saint-Eustache. C'est un classique, en fait. C'est un classique de l'histoire des ovnis au Québec, là. L'histoire de l'atterrissage de Saint-Eustache, on en parle encore. À l'époque, ça avait été rapporté notamment dans des journaux. Je pense que le Journal de Montréal a fait plusieurs articles sur cette histoire-là. Il y avait même un résident de Saint-Eustache qui, de mémoire, avait enregistré le son de l'objet. Donc, ça faisait une sorte de vibration dans l'air et on avait un enregistrement audio là-dessus. Mais laissons la parole à notre auditrice. Chantal, vous avez vu ça, vous étiez témoin. Bonjour à vous deux. Oui, j'étais témoin. J'avais autour de 10 ans, j'étais avec une copine et on s'en allait se coucher. On a vu une clarté qui était plus que des lumières d'auto au bout de la rue Théoret à Saint-Eustache. Et on s'est dépêché à sortir de la maison. On s'est rendu là en vélo. Et on n'a vu pas l'atterrissage parce qu'elle était déjà atterrie le temps qu'on se rende. On avait quand même 10 ans. Non, mais c'est-tu le fun quand t'as 10 ans? Tu pognes ton vélo, puis tu t'en vas voir les ovnis. Savez-vous quoi? On sort même quand les parents sont pas au courant. Ouais, c'est ça. Et oui, même avec ma grande mémoire de l'âge de 10 ans, je vais me coucher sur ma tombe et j'ai vu de mes yeux, et on était obligé de se cacher derrière une aide de cèdre qui séparait la rue du champ parce qu'on a eu peur de ce qu'on a vu. Le lendemain matin, on s'est rendu sur les lieux disant, bon, ben garde, ça se peut pas. Il y avait des autos de police, des camions de pompiers, des journalistes qui étaient là. Il y avait un rond parfaitement égal, brûlé parmi le champ, le foin, là. C'était pas brûlé partout, tout croche, là. C'était vraiment un rond parfait, si on veut. Oui, je me rappelle cet événement avec les photographies qui avaient circulé, notamment dans les journaux, et il y avait cette histoire, le témoin qui avait enregistré le son. Ça a été, à l'époque, ça avait été une très grosse affaire d'OVNI, là. Quand on parle, généralement, ça apparaît dans des petits journaux locaux ou le témoignage de l'homme qui a vu l'ours. On a souvent pas beaucoup de preuves matérielles. Et je me rappelle, dans ce cas-là, avoir vu, effectivement, ces photographies. Le journaliste du Journal de Montréal qui était allé sur place, qui a pris des photos, c'est un type que je connaissais bien. Il m'avait montré les
photos. Je me rappelle, tu sais, cette histoire-là, c'est quand même une histoire qui remonte à 20 ou 30 ans, là, à peu près. 30 ans? C'était dans les années 80. Mais c'était Oui. une histoire qui avait énormément marqué l'imaginaire au Québec, cette histoire d'OVNI. Est-ce qu'on a Absolument. l'explication? Hein? Non, on n'a pas trouvé d'explication. Donc, on a cet événement qui s'est produit avec ce rond d'herbe brûlée, mais on n'a pas trouvé d'explication à ça. Donc, et c'est une bonne histoire. D'ailleurs, quand on parle des ovnis, je rappelle aux gens qu'on a plusieurs catégories d'observation d'ovnis. Une rencontre parce qu'on se rappelle le film de Steven Spielberg, La rencontre du troisième type. Donc, qu'est-ce que c'est que ces types? D'abord, l'observation du premier type, c'est de voir un objet suffisamment près pour en voir des détails et être certain que c'est pas un avion ou un hélicoptère. C'est pas une petite lumière dans le ciel. On voit un objet, puis on est capable d'en donner des détails. La rencontre du premier type. Rencontre du deuxième type, c'est une observation avec un ovni et que cet ovni va laisser des traces de son passage. Soit il peut provoquer une réaction chez les animaux, soit il peut laisser un rond de points brûlés. Ouais. Donc, dans le cas présent, l'affaire de Saint-Eustache, appelons-la comme ça, Oui. dans le cas de cette histoire-là, on est en présence d'une observation du deuxième type, donc une observation où le phénomène a marqué l'environnement. Et il y a l'observation du troisième type, donc l'observation avec des occupants de ces engins-là, qui a d'ailleurs inspiré le film Rencontre du troisième type. Donc cette histoire-là, une histoire bien connue au Québec, et merci de ce témoignage. Ça nous ramène quand même 30 ans en arrière, mais c'est une très bonne histoire devenue au Québec. Merci, Chantal. Ça fait plaisir. Une bonne continuité à vous deux. Merci. Christian, c'est Chantal de Saint-Lin. OK. Tu vas me reconnaître. Oui, absolument. C'est beau. Un beau bonjour à vous deux. Merci beaucoup. Merci. On va parler maintenant et là, on entame le top 5. Oui. En 1968, l'humanoïde barbu Oui, c'est une de histoire. Coleraine. Voilà, c'est une histoire qu'on parle encore aujourd'hui. Écoute, j'essaie de te faire un résumé parce que c'est une histoire assez complexe. L'affaire commence dans les derniers jours du mois d'août 1968, pardon. Et là, on a un groupe d'enfants. Je te nommerai pas tous les enfants parce que ça va changer du jour au lendemain, mais c'est comme 2 ou 3 familles de jeunes qui vont s'amuser dans le cimetière de Coleraine, à Saint-Joseph de Coleraine. Ça se trouve dans la région de Thetford Mines. Et dans ce cimetière, il y a un immense rocher qui domine le cimetière que les jeunes locaux appellent le cap. Ils appellent ça c'est le cap. Et ce rocher-là est brisé en son centre et il y a comme une espèce de caverne. Donc, les jeunes jouent dans cette caverne. Alors, dans les derniers jours du mois d'août, on a la famille Bogus. C'est assez amusant parce que Bogus, quand tu le prends en anglais, la traduction, c'est fraude, arnaque, bon. Et pourtant, l'histoire ne manque pas de calembour et là, on en a un bon calembour. Donc, on a ces jeunes qui jouent dans le cimetière, on joue aux cow-boys et aux Indiens. Et soudain, vers à peu près 15 heures, là, on est, pour te situer, on est le 29 août. Donc, l'histoire commence là. Okay. Et là, les jeunes voient une sorte de créature. On est en plein jour. Il est à peu près 15h30. On voit derrière une série de buissons, on voit une espèce de créature, pas très haute, qui fait peut-être 1m30. Elle est comme debout, statique. Elle a comme une peau plissée de couleur rouge terre, rouge, comme un peu comme de la poterie, de la glace. Ouais. Elle a une espèce d'appendice qui lui pend au bout du menton que les jeunes, on parle de jeunes de 7-8 ans, qu'ils vont décrire, eux, comme étant une sorte de barbichette. Et la créature a des yeux énormes. Il ne voit pas d'oreilles, ne voit pas de bouche. Simplement cette barbichette et ses yeux énormes. Donc, les jeunes, pris de panique, quittent le cimetière. Ils rentrent chez eux, racontent ça aux parents. Les parents ne les croient pas. Bref, le lendemain, on est rendu le 30 août, les jeunes retournent au cimetière. Ils ont amené avec eux d'autres amis, d'autres membres de la famille. Et encore une fois, vers 15 heures, on voit à nouveau cette créature qui apparaît dans le cimetière. Les jeunes sont pris de panique. On quitte, on parle de ça aux parents. Les parents disent, ah, voyons donc, tu dois avoir vu un guenilloux. Ben c'est oui. comme ça, hein? C'est le Voyons mot que les parents utilisaient pour décrire les sans-abri, les itinérants. Tu dois avoir vu un guenilloux dans le cimetière. Et là, les jeunes réussissent à convaincre d'autres amis, d'autres membres de la famille, des frères un peu plus âgés, des oncles, d'aller sur place. Et là, on va observer à nouveau une troisième journée. On va observer encore une fois cette mystérieuse créature dans le cimetière de Coleraine. Ils vont retourner chez eux, en parler à leurs parents. Écoute, c'est une véritable saga, là. Et déjà, à ce moment-là, à Saint-Joseph de Coleraine, dans le village, on commence bien sûr à parler que les enfants voient depuis 2 ou 3 jours une mystérieuse créature inconnue dans le cimetière. Les parents vont se rendre sur place. Et là, alors qu'ils sont en plein milieu de l'après-midi, là, on est à la fin du mois d'août, je pense que c'est le 31 août, le
1er septembre. Ouais. Alors que les parents se rendent sur place, ils ne voient pas la créature, on est en plein jour, mais ils entendent une espèce de ronronnement qui vient de l'intérieur du rocher. Et un des parents va se glisser dans cette petite caverne et il va calculer le temps. Donc, une sorte de vibration comme des machines qui fonctionneraient sous terre. Il va calculer le temps. La modulation dure 8 minutes. Elle s'arrête pendant 5 minutes pour reprendre un autre 8 minutes. Elle va faire ça 3 ou 4 fois et puis le son va s'arrêter. Et ce soir du 1er septembre 1968, les jeunes sont réunis dans le cimetière. On essaie de débusquer la créature barbue. Et voilà qu'à la tombée du jour, ils observent un grand disque volant comme un bol renversé, entouré de lumière, qui va s'immobiliser au-dessus du fameux rocher. Alors les jeunes regardent ça, ils sont stupéfaits. Et alors qu'ils regardent cette machine volante au-dessus du rocher, il y a une espèce d'éclair lumineux et ils voient apparaître sur le rocher la fameuse créature barbue. Alors, visiblement, il y a une espèce de lien entre cette créature et la machine volante. Les jeunes paniqués vont quitter le cimetière de Coleraine et on ne reverra plus la créature ni la soucoupe en question. Et l'explication, Christian? Ce qui m'a beaucoup... On n'en a pas. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné dans cette histoire, à l'époque, elle avait été couverte par Jean Cazot, l'un des pionniers de l'histoire des ovnis au Québec. Et moi, j'ai eu la chance, 30 ans plus tard, de retrouver les jeunes bogus qui sont devenus maintenant des adultes. Et l'un d'entre eux, d'ailleurs, est propriétaire d'un petit restaurant dans la région de Thetford Mines. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point ces gens-là, devenus des adultes aujourd'hui d'âge moyen, ces gens-là se rappelaient l'histoire avec beaucoup de détails, le ton de sincérité. L'un des témoins, Georges Bogus, qui s'amusait à s'appeler l'oncle Georges. Donc, Georges Bogus me racontait ça et je sentais dans sa voix l'émotion. Il était le plus vieux du groupe. D'ailleurs, il avait 16 ans au moment où ces événements-là se sont produits et il me racontait ça avec une qualité de détail. Je n'ai aucun doute que ces jeunes ont bel et bien vu quelque chose dans donc, le c'est pas de la fraude de Coleraine. À ton avis? J'aurais tendance à éliminer la possibilité de la... Je l'élimine pas complètement, la possibilité de la fraude, mais j'ai pas senti ça. Je sentais un ton de sincérité chez ces jeunes-là, qui étaient devenus maintenant des adultes, qui me racontaient ça avec force de détail. Et cette affaire-là, aujourd'hui, n'a jamais été expliquée. Et dans la région de Coleraine, on en parle encore, l'extraterrestre de Coleraine. Parfait. On va faire une pause. Est-ce que vous avez déjà vu des ovnis? 514-790-9850. 1-866-790-9850. Ça, c'était assez impressionnant. Ce qui s'en vient, la suite est prometteuse. OVNI, fantôme, apparition, possession. Christian Page nous explique l'inexplicable au réseau Cogeco. Et par rapport à ce qu'on a entendu avant la pause, là, l'humanoïde barbu de Coleraine, Ouais. Ben, moi, j'en veux d'autres, Christian. Numéro 4 de oui, notre top effectivement, 5. c'est l'affaire de Coleraine. C'est un des classiques québécois. On arrive à notre numéro 4, 1969. On est le 11 mai 1969. On va passer rapidement dessus parce que l'histoire rappelle étrangement celle que nous a racontée il y a quelques minutes Chantal. Donc, ce 11 mai 1969, on se trouve à Chapeau, aux îles Allumettes, à l'île Allumette, qui est à peu près à 100 km au nord-ouest d'Ottawa. Et là, voilà qu'on a un témoin, Léopold Chaput, 54 ans. Il est réveillé la nuit par les aboiements de son chien. Il se lève, regarde par la fenêtre de la cuisine et là, il voit une sorte de masse lumineuse posée dans son champ. Il exploite une petite ferme et le lendemain, alors qu'il se rend sur place, il voit un rond. En fait, ça ressemble à un anneau. C'est-à-dire que le foin au centre semble intact, le foin à l'extérieur de l'anneau est intact, mais il y a ce grand anneau qui marque le sol. Et là, en regardant ça, on parle ici d'un anneau qui fait 9 mètres de diamètre et qui fait à peu près 1 mètre de large. Donc, il constate ça. Il y a une espèce de poudre blanche sur place. Et donc, ça, il l'associe immédiatement à l'objet qu'il a observé la veille. Et le même jour, en parcourant son champ, il va retrouver 2 traces semblables. Donc, l'histoire des anneaux de l'île Allumette, l'histoire de Monsieur Chaput, évidemment, va alimenter la presse. Les journalistes vont aller là. Il va y avoir une série d'articles. Mais ça ressemble étrangement à l'histoire que nous a racontée Chantal. Donc, une observation du deuxième type, observation d'un objet inconnu et traces laissées au sol. Ça, c'était le 11 mai 1969. On passe à notre histoire numéro 3 qui va sûrement faire pour une certaine génération à Montréal, c'est une histoire à peu près inoubliable. On est en 1977, on est le 6 janvier 1977. On est en milieu de nuit, à peu près 1h30 du matin.
On est où, là? On est sur la rue Casgrain à Montréal. Okay. Et là, on a une dame, Madame Florida Malbeuf, qui a une 50aine d'années, et elle habite le rez-de-chaussée d'une maison à logement, et elle souffre d'emphysème. Donc, elle se lève, elle est prise d'une quinte de toux, elle se lève, et là, en regardant par la fenêtre, elle voit au-dessus de la maison d'en face ce qu'elle va décrire comme étant une grosse huître entourée de lumière. Donc, cette huître s'approche du toit, et à cause de l'angle, elle va disparaître de sa vue. Mais elle voit une sorte de aura lumineux qui dépasse du toit. Elle suppose que l'objet s'est posé sur le toit. Et alors qu'elle regarde, elle voit apparaître sur le bord du toit 2 créatures qu'elle va décrire. Elle va me dire, ça avait l'air de 2 grands escogriffes. Hein, ça, c'est l'expression qu'elle utilise. 2 personnages qui arrivent sur le bord du toit. Elle dit qu'ils sont plus grands que des êtres humains normaux. Ils font à peu près là, 2,30 m de haut. Ils bougent un peu comme les marionnettes que l'on voit à la télé. Bon, t'es trop jeune, Jeff, pour te rappeler de ça, mais dans les années 60, on a eu Fusée XL5, les Sentinelles de l'air. Bon, on les avait tous en marionnettation. Bon, et on avait donc ces émissions. Et elle dit, ils bougeaient un peu comme ça. Donc, les 2 créatures elle a l'impression que les 2 bonhommes parlent entre eux et ils vont s'éloigner. Et à nouveau, elle va revoir cette huître lumineuse qui décolle du toit et s'éloigne. L'huître lumineuse. Y avait-tu un liquide? Et là, voilà que Madame Malbeuf, évidemment, elle est terrorisée par ce qu'elle vient de voir. Le jour même, elle va en parler à son fils, André, qui ne vit pas avec elle, mais qui passe par là. Et je te rappelle, on est en janvier 1977. Il fait un froid de canard. Alors, Madame Malbeuf en parle à son fils André, qui lui dit, ben écoute, maman, ça n'a pas de bon sens. Alors, il va décider, lui, de son propre chef, de monter sur le toit de la maison en question. Et crois-le ou non, il va trouver un cercle sur le toit de la maison où la neige a fondu et a regelé de nouveau. Donc, on voit distinctement ce rond. Donc là, ça revient, les cercles au sol. Cercles, et on voit, partant de ce rond, on voit une série d'empreintes de pas plus petites que des pas humains, plus tordus qu'un pas humain, qui partent de ce rond et qui se dirigent vers le bord du toit. Les empreintes de ces mystérieux personnages observés par Madame Malbeuf. André va éventuellement communiquer avec les journalistes. On va également faire un rapport. On va contacter les aéroports. André va prendre l'initiative de contacter les aéroports. Et l'un de ces aéroports, l'aéroport de Mirabel, l'aéroport de Dorval, va émettre un avis. Et cet avis-là va même remonter jusqu'à la NORAD, donc le système de défense nord-américain de défense. Donc, ils vont recevoir un avis d'observation d'OVNI. Et cette histoire de traces sur le toit, bien évidemment, va alimenter la presse et pour lequel, bien sûr, on n'a toujours pas d'explication. C'était l'humanoïde de 1977, l'affaire Florida Malbeuf, qui avait énormément fait jaser à l'époque. Écoute, depuis que j'anime avec toi l'émission, je fais parfois des rêves bizarres. Oui. Et quand t'entends ces histoires-là, tu ne peux réagir autrement que d'être un peu sceptique. Étonné. Ouais, étonné et sceptique. Sceptique, mais en même temps, tu dis, hein, peut-être que ça se peut. Voilà. C'est une histoire tout à fait étrange. Et là, dans les prochaines minutes, tu me l'as raconté à un moment donné en réunion de préparation. À mon avis, c'est l'histoire la plus impressionnante. Ouais. Et puis, on vous la réserve dans 2 minutes à Mythes et Complots. Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots au réseau Cogeco. Et on est dans le top 5 des observations d'OVNI au Québec. Christian, en réunion préparatoire, tu me l'avais raconté. Quand tu l'as raconté chez moi, à la soirée, tout le monde était au bout de son siège. Ouais. C'est l'histoire probablement la plus impressionnante et ce qui est très particulier pour les 2 prochaines histoires, donc les 2 premières positions du top 5, c'est que tu as fait enquête. Ouais, dans ces 2 cas-là, j'étais directement au centre de l'enquête, la première. Puis là, évidemment, on a présenté ce top 5-là. C'est pas nécessairement comme la meilleure, la moins bonne. On présente simplement un top 5. Non, mais je vous le dis, mesdames, messieurs, ce qui s'en vient, c'est hot. C'est du lourd. Ouais. Donc, on est en 1989. On est le 20 novembre 1989, aux premières lueurs du jour, donc à peu près 5h30, des gens de la région de Sainte-Marie de Mont-Noir. Aujourd'hui, c'est
été fusionné avec la ville de Marieville. Donc, plusieurs citoyens sont réveillés par des espèces de lumières qui zèbrent le ciel, des espèces d'éclairs lumineux. L'un des témoins, peut-être le témoin le mieux placé, va observer en tirant les rideaux parce que sa chambre est complètement envahie par cette lumière bleutée, un peu comme de la lumière d'un arc de soudure. Il se lève, il va tirer les rideaux et là, il voit au-dessus de la maison de son voisin d'en face, faut comprendre que c'est une espèce d'enclave avec un parc au centre. Et là, il voit au-dessus de la maison du voisin d'en face ce qu'il va décrire un peu comme un wagon de train dans la nuit. Donc, il voit des espèces de fenêtres allumées, des grosses lumières allumées. Il pense aussi à un véhicule 4x4 qui pourrait avoir des lumières sur le dessus. Il voit ces lumières, donc, qui forment une rangée, comme des hublots. Et là, d'un coup, ça s'éteint. Et quelques secondes plus tard, les lumières vont réapparaître, s'étant déplacées légèrement vers la droite. Elles vont refaire ça 3 ou 4 fois. C'est accompagné d'une sorte de bruit, comme, il va dire, un peu comme un moteur qui forçait un... Et là, il voit donc ces lumières-là qui s'allument et s'éteignent. 48 heures après ces événements, alors que tout le monde parle, parce que alors que lui observe ça, ailleurs à Sainte-Marie-de-Mont-Noir, d'autres personnes, d'autres témoins vivent des phénomènes étranges. Le téléviseur s'allume, la radio s'allume, il y a des grésillements, il y a toutes sortes de trucs un peu bizarres qui se produisent. 48 heures après ces événements, derrière la maison où les fameuses lumières ont été observées, on va découvrir un cercle de 20 mètres de diamètre où l'herbe a reverdi comme en été. Alors on est le 20 novembre 1989. L'herbe, le champ est jauni par l'approche de l'hiver. Il y a même tombé une petite neige au cours des dernières heures. Et voilà qu'on a ce rond de 20 mètres de diamètre où l'herbe reverdit comme en été. Alors, tu comprendras que les citoyens sont inquiets. Que fait ce rond-là? Est-ce que c'est radioactif? Est-ce que c'est lié à la présence de cet objet inconnu que beaucoup de gens ont observé? Alors, on décide d'appeler la GRC. Et c'est l'agent Antonio D'Angelo qui va être envoyé sur place, un policier de Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que, c'est eux qui couvrent l'endroit pour Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Les policiers de la GRC arrivent sur place, D'Angelo arrive sur place, il voit le phénomène, il voit ce gazon reverdi, il va prendre de nombreuses photos, va s'assurer que le terrain n'est pas contaminé, n'est pas radioactif, parce que c'est ce qui inquiète les citoyens. Ouais. Si nos enfants jouent sur ce terrain-là, vont-ils devenir lumineux et radioactifs, t'sais? Donc, on s'assure qu'il n'y a pas de danger. Et là, voilà qu'on a cette trace. Et là, le temps file, donc je raconte rapidement. Éventuellement, je suis informé de la présence de cette trace. D'Angelo me dit, il faut absolument que tu vois ça. Je me rends sur place et avec un collègue, à l'époque, je faisais de l'ufologie active sur le terrain, avec un collègue, François Bourbeau, qui dirigeait une organisation de recherche sur les OVNI Alerte à Drummondville. On va prendre des prélèvements de sol, des prélèvements de végétation et de sol. Tout ça sera envoyé à l'Université Laval, au département des sols, en agronomie. Et il y a un type, Jacques Debroux, va se charger de faire les analyses. Pourquoi le gazon est-il plus vert à cet endroit-là? Pourquoi cette démarcation? Et les analyses vont démontrer que notre taux de chlorophylle a augmenté de 10 fois. Donc, on parle ici d'une augmentation de 1000%. Donc, la chlorophylle est 1000 fois plus élevée, un pourcentage de 1000% plus élevé dans le cercle que des carottages prélevés à l'extérieur. Et le taux d'azote est, lui, de 300%, le taux qu'il devrait être par rapport au carottage pris à l'extérieur. Jacques Debroux est catégorique. Si la trace est liée à la présence de cet objet observé 48 heures plus tôt, il est impossible en 48 heures de redynamiser un champ de cette manière-là en utilisant un engrais ou quelque façon mécanique. Technologie humaine. On ne connaît rien qui peut faire ça. Redynamiser un champ en 48 heures en plein mois de novembre, ça ne se fait pas. Et je te cite Jacques Debroux qui m'avait dit, écoute, si c'est un coup monté, le type qui fait ça pourrait faire pousser des tomates dans le désert. Et ce qui est surprenant après cette histoire de cercle à Sainte-Marie-de-Mont-Noir, dans les années qui ont suivi, en plein été, il poussait dans ce champ, sur ce rond de 20 mètres de diamètre, une végétation tout à fait atypique au reste du champ. C'était vraiment renversant. Et bien sûr, on n'a jamais trouvé d'explication à la présence de ce cercle-là. Et l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une fraude, d'une manipulation, semble à peu près exclue. On est en présence d'un phénomène tout à fait inexplicable lié à la présence de lumière insolite dans le ciel de Sainte-Marie-de-Mont-Noir. C'est une excellente histoire d'OVNI. Et le numéro 1,
Reste à peu près 3 minutes, Christian. Le numéro 1, évidemment, je pense que beaucoup d'auditeurs l'ont deviné, c'est la nuit du Grand OVNI de Montréal. Mais je vais t'avouer, on va passer rapidement, mais cette histoire-là, aujourd'hui, j'y mets un certain bémol et tu comprendras pourquoi. Donc, on est le 7 novembre 1990. Il faut savoir que on émet ici le 98.5, on émet depuis la place Bonaventure à Montréal. Dans les derniers étages, il y a un hôtel, l'hôtel Hilton Bonaventure à l'époque. Ouais. Et à cette époque, et encore aujourd'hui, il y a une piscine que les gens peuvent utiliser 365 jours par année. Alors, ce soir du 7 novembre 90, des gens se baignent dans la piscine et là, ils observent au-dessus de leur tête une espèce de couronne lumineuse, 7 ou 8 lumières ambre qui forment un cercle. On en parle à la lifeguard, la sauvetrice, qui, elle, va en parler à l'administration, qui va en parler au directeur de la sécurité, et éventuellement, on va contacter les forces de police. La police de Montréal débarque sur les lieux, il est à peu près 19h30, 20h, et ils observent, alors que les policiers sont là pour prendre un relevé d'observation, ce qu'ils observent, c'est qu'il y a soudainement ces lumières dans le ciel. On imagine qu'il pourrait s'agir des lumières provenant du chantier du Mille La Gauchetière, là où se trouve le Centre Bell qui est en construction à l'époque. Oui. On fait éteindre les lumières du chantier et le phénomène est encore là bien visible. Il va demeurer visible pendant à peu près 3 heures alors qu'une couche de nuages descend sur Montréal qui va finalement avaler cet objet-là pour disparaître. Vers 21h, un photographe de la presse, Marcel Laroche, va se rendre sur place et va prendre une photo de l'objet. Ce que l'on sait éventuellement de ça, il y aura une enquête qui sera menée de manière privée et on va déterminer que la surface de l'objet, donc la grosseur dans le ciel, était d'à peu près 540 mètres, soit l'équivalent de 5 terrains de football. Évidemment, on connaît rien qui peut voler pendant 3 heures qui fait 540 mètres de diamètre. Toutes les explications qu'on avait proposées jusqu'à maintenant ne tenaient pas la route. On avait parlé de l'aurore boréale, on avait parlé d'un phénomène de reflet sur les nuages avec des lumières de chantier. Tout ça a été éclipsé. Pourquoi je dis que cette histoire-là, aujourd'hui, il faut y mettre un bémol? Il y a quelques mois à peine, alors que je discutais avec des spécialistes en physique atmosphérique, ils m'ont parlé d'un phénomène, reflet sur des cristaux de glace, qui pourrait, je dis bien qui pourrait, on le met bien ici le bémol, qui pourrait peut-être expliquer en partie le phénomène observé sur Montréal ce soir-là. Mais pour l'instant, ça reste encore en affaire non identifiée, inexpliquée. Et c'est certain qu'on aura d'autres émissions sur les ovnis et les extraterrestres. Merci, Christian. Ça m'a fait plaisir. Toujours très intéressant et étonnant, ces phénomènes inexpliqués. On revient la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.